Merci Marc pour cette introduction. Donc, en effet, je vais vous parler d'imagerie géophysique appliquée en fait, à des problèmes d'hydrogéologie et des problèmes de microbiologie. J'ai commencé par une petite introduction en fait, sur ces méthodes géophysiques dont je vais vous parler, en particulier sur la tomographie. Donc, en tomographie, sans aller trop dans les détails, ce qu'on essaye de faire, c'est trouver un modèle M, en fait, qui est soit un modèle, une image de la Terre, ou une image de processus qui se passe dans la Terre. Ça peut être des processus liés aux circulations de fluides, des processus géochimiques, des processus biogéochimiques. Pour ça, on a un certain nombre de données, qui sont des données observées. Et puis, on a des opérateurs, typiquement basés sur des lois physiques, des équations de conservation, des équations constitutives. Et ces opérateurs donc, permettent de passer d'un modèle M à des données prédites. Et le but, c'est de retrouver M à partir des observables. Et donc, c'est un problème en fait, qui est mal posé et dont la solution n'est pas unique. Et ce qu'on veut, c'est essayer d'améliorer ces algorithmes d'imagerie du sous-sol. Et puis, on va s'intéresser à beaucoup d'applications en fait, dans les domaines très variés. Je vais montrer des applications au sol, à l'approche surface, problèmes de contamination, aux arbres. On travaille de plus en plus sur les applications sur le bâti. Des applications aussi sur les ressources minérales, les minerais, l'huile, le gaz. Et donc, on travaille aussi beaucoup à l'interface entre physique du milieu poreux et puis hydrogéophysique. Alors, vous allez voir pourquoi cette physique du milieu poreux est relativement importante. Je vais introduire déjà quelques méthodes sur lesquelles que je vais utiliser par la suite. La première est une méthode assez ancienne, c'est la résistivité électrique. Typiquement, vous avez au moins 2 électrodes AB sur lesquelles vous injectez le courant et vous récupérez le courant. Et puis, il y a une série d'électrodes MN sur lesquelles on mesure en fait, les différences de potentiel électrique. On peut réaliser ces mesures aussi dans le domaine temporel et faire des films, en fait, des variations de résistivité électrique dans le sous-sol. La méthode est due en fait, à Schlumberger, qui a été le premier en fait, à développer la théorie de la méthode de résistivité électrique. Typiquement, aujourd'hui, on travaille avec des systèmes qui sont multi-électrodes. Donc, typiquement, on utilise la loi d'Ohm pour faire ce qu'on appelle d'abord une pseudo-section, et puis cette pseudo-section est inversée pour obtenir un tomogramme, donc une image de la résistivité électrique du sous-sol. Bien sûr, mes amis anglais disent non, c'est nous qui avons découvert la résistivité électrique. C'est en fait des documents qui m'ont été donnés par Andrew Binley à Lancaster University. En fait, Williams et Daft, en 1902, avaient développé une machine en fait, qui produisait des sons et qui analysait les signaux électriques du sous-sol pour essayer de trouver les gisements métallifères. Bon, je vous laisse seul juge, c'était une arnaque à l'époque ou quelque chose de très scientifique. Comme je vous l'ai dit, on utilise beaucoup de physique, de changement d'échelle. Par exemple, pour la résistivité électrique, la loi macroscopique, on peut obtenir à partir de la loi microscopique et la loi d'Ohm. Donc la densité de courant est liée au champ électrique fois la conductivité électrique. Cette conductivité électrique a au moins 2 contributions. Une qui est liée à la conductivité de l'eau dans le volume de l'espace poral, et puis une qui va être liée à la conductivité des grains. En fait, les grains sont des isolants électriques, mais les grains sont entourés d'une double couche électrique, formée dans ce qu'on appelle la couche de Stern et la couche diffuse. Et cette double couche électrique, en fait, confère une conductivité équivalente aux grains. La deuxième méthode dont je vais vous parler, c'est la méthode de potentiel spontané. C'est un peu la différence entre sismique et sismologie. La méthode de potentiel spontané, c'est une méthode passive. On se place typiquement à la surface du sol et on enregistre, en fait, à l'aide d'un réseau d'électrodes, la distribution de potentiel électrique, par exemple ici, pour des tests de pompage. Et la méthode est complètement analogue à ce qui est fait en électroencéphalographie, où ici, vous avez un instantané de la distribution de potentiel électrique sur la boîte crânienne, donc mesuré à l'aide de microélectrodes. On peut mesurer aussi le champ magnétique. Et les signaux électriques ici sont liés en fait, à l'ouverture de canaux ioniques au niveau des synapses entre les neurones. Et donc on s'inspire beaucoup d'algorithmes aussi qui ont été développés en imagerie médicale pour interpréter ces signaux de potentiel spontané. Enfin, la troisième méthode dont je vais parler, c'est une méthode qui est aussi une extension de la résistivité électrique, qu'on appelle polarisation provoquée en français, induced polarization en anglais. Cette fois, si on applique un champ électrique à un milieu poreux, cette double couche électrique va se déformer. On a aussi des phénomènes de polarisation qui se produisent autour des grains. Et en fait, le matériau poreux va emmagasiner une charge électrique. Et si on arrête ce champ électrique, cette charge va être
redistribuées, donc les charges vont revenir à l'équilibre, et donc vous avez en fait les grains se comportent comme des capacités. Donc typiquement, les mesures peuvent se faire dans le domaine fréquentiel ou dans le domaine temporel. Dans le domaine temporel, par exemple, si vous injectez un courant en créneau comme celui-ci, vous voyez que la différence de potentiel entre M et N met un certain temps pour arriver à l'équilibre, et ensuite, si vous arrêtez le courant, vous voyez qu'il y a un potentiel résiduel de retour à zéro. Et donc, cette courbe de décroissance de potentiel électrique contient aussi une information extrêmement intéressante sur les mécanismes de polarisation du sous-sol. Là aussi, la première étude quantitative de la polarisation provoquée est liée à... Vous pouvez la trouver en fait dans le livre de Schlumberger, ici la version anglaise de 1920, et en particulier dans le chapitre 8, qui traite en fait de manière stupéfiante de la physique de ce phénomène. Et donc en particulier pour les applications sur les gisements métallifères. Alors au niveau des équations constitutives, on connaît bien sûr les équations classiques que sont la loi de Fick, la loi d'Ohm, la loi de Darcy, la loi de Fourier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ces équations constitutives classiques, il existe tout un nombre d'effets de couplage. Et ces méthodes géophysiques, comme la polarisation provoquée et le potentiel spontané, sont liées en fait au couplage entre la densité de courant et puis des phénomènes de diffusion de charge ou d'entraînement en fait de l'excès de charge qui est dans le milieu poral, dans l'espace poral, par la circulation de l'eau. Donc je vais revenir un peu sur cette physique ultérieurement. Il y a d'autres phénomènes de couplage dont je vais parler dans cette présentation. Donc ma présentation est divisée en 3 parties. La première partie concerne la fusion des données, qui est une grosse thématique sur laquelle on travaille, qu'on approche avec différentes méthodologies. La deuxième partie concernera des applications en hydrogéologie, donc ce qu'on appelle l'hydrogéophysique. Et la troisième partie concernera des applications sur les aspects biologiques du sous-sol, en particulier la microbiologie. Et donc cette partie qu'on appelle, ce champ de recherche qu'on appelle biogéophysique. Alors, je ne vais pas mettre beaucoup d'équations, mais juste pour rappeler, disons, la méthode super classique d'imagerie en géophysique, c'est une méthode que l'on doit à Andrei Tikhonov, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux à la fois en imagerie médicale et en géophysique. Je vous ai dit qu'il y a une relation donc, entre données prédites et puis le modèle que l'on cherche. Cette relation peut être linéaire ou non linéaire. Et donc on va chercher à minimiser une fonction coût qui dépend en fait de l'écart quadratique, enfin, en général quadratique, entre les observables et puis les données prédites. CD étant la matrice de covariance des données, donc on renseigne en fait l'inversion avec la qualité des données. Et puis ça ne suffit pas, bien sûr, il y a plein de modèles qui peuvent satisfaire aux données de même manière. Donc on rajoute un terme qui est une fonction de régularisation, et on pondère ce terme avec un coefficient de régularisation qu'on optimise aussi durant l'inversion. Et typiquement, dans une inversion de type Tikhonov, on va choisir cet opérateur, CM, cette matrice de covariance du modèle. On va choisir un modèle, en fait un opérateur du second ordre. Ça revient à dire qu'on cherche le modèle le plus lisse possible qui satisfasse aux données. Bien sûr, quand on travaille avec des géologues, on se rend vite compte que la nature n'est pas en fait quelque chose de lisse. Et je vais revenir sur ces aspects-là dans cette partie. Alors, typiquement, on minimise cette fonction coût avec des algorithmes de type Gauss-Newton. Donc, tout ça, c'est très classique. Je vais vous montrer un exemple sur l'île de Stromboli. Ça va être une tomographie en conductivité électrique qui comporte à peu près 8000 données. Donc c'est à peu près 6 semaines de travail. Vous voyez, en fait, les points blancs sont les positions des électrodes. Toutes les données ont été acquises en 2D, mais l'inversion est réellement effectuée en 3D. Parallélisée, il y a à peu près 1 million d'éléments en fait, dans ce modèle. On a aussi fait l'inversion de la gravité, du champ de gravité, la composante verticale de la gravité. On est en train de travailler en ce moment sur l'inversion jointe gravité, résistivité électrique. Ce que vous voyez ici, c'est le corps hydrothermal. Donc, c'est une tomographie de conductivité électrique. Les couleurs chaudes sont pour les fortes valeurs de conductivité électrique, les couleurs froides pour les fortes valeurs de résistivité électrique. Ça correspond essentiellement en fait, à ce qu'on appelle l'épisode de Vancoury, qui est un épisode basaltique avec des basaltes qui sont très denses et souvent assez peu fracturés. Bon, c'est très joli, bien sûr, mais ça marche bien quand on travaille sur une cible pour laquelle on n'a pas beaucoup d'informations a priori. Cependant, on aimerait faire un petit peu mieux. Pour avoir travaillé avec Frédéric Perrier, par exemple, au Népal, j'ai appris qu'avant de poser des lignes électriques, il était toujours intéressant de passer un peu de temps avec des géologues sur le terrain, parce
qu'étant géophysicien, je suis un peu aveugle à la lecture du paysage géologique. Et j'ai toujours été émerveillé qu'un géologue avec quelques observations de surface et quelques forages arrive à faire une coupe géologique, qui est correcte ou pas complètement correcte. Et donc, on essaye de plus en plus de fusionner de l'information, soit complètement géophysique, je vais vous montrer là aussi des exemples, en particulier avec les méthodes bien sûr de sismique ou de GPR, qui sont des méthodes à assez haute résolution, mais qui ne donnent pas toujours l'information qu'on veut pour identifier par exemple les fluides, ou en couplant l'inversion géophysique avec des modèles a priori de nature géologique, ou des modèles aussi pétrophysiques. Et bien sûr, en recoupant ces informations, on arrive à mieux cerner en fait quelle est la vraie distribution des propriétés pétrophysiques ou des propriétés qui nous intéressent du sous-sol. Alors, pour vous donner un exemple, ici on a une section, donc c'est la verticale, l'horizontale, on a une section GPR migrée. Dans cette section GPR, on voit des réflecteurs. Donc pour chaque pixel, on va pouvoir dire, on fait une analyse en fait de cette image en niveau de gris, et on peut dire on a des directions préférentielles. On va utiliser ces directions préférentielles pour inverser en fait notre information de résistivité électrique. Donc plutôt que d'utiliser un opérateur du second ordre homogène sur tout le tomogramme, on va adapter cet opérateur de lissage localement grâce à une information de nature différente. Donc on peut lisser en fait dans des directions préférentielles. Alors pour vous montrer un exemple, c'est une petite coupe de résistivité électrique sur 45 mètres, 12 mètres de profondeur, une inversion classique de type Gauss-Newton. On a un géoradar, une coupe géoradar qui a été prise juste à côté, c'est pour ça que vous ne voyez pas tout à fait la même topographie. Cette coupe est utilisée pour extraire l'information texturale, qui est ensuite imposée dans la version Gauss-Newton. Et vous avez ici une inversion tenant compte de cette structure, toujours à partir d'un algorithme de Gauss-Newton, mais cette fois avec une fonction de régularisation qui est localement adaptée à partir du tomogramme de résistivité électrique, de GPR. Pardon. On peut aussi dire qu'en fait, le tomogramme qu'on obtient est toujours une version floue en fait, de la réalité. Donc, on passe ici d'une image en fait, focalisée à une image floue par un opérateur de diffusion. Et on peut, en fait, il y a des analyses de traitement d'image qui permettent de revenir d'une image floue en résolvant un problème inverse de diffusion à une image focalisée. Et donc, c'est ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend en fait l'image GPR et on refocalise l'image à partir du contenu textural de l'image GPR pour avoir une image à haute résolution en fait, de la résistivité électrique. Donc, on est passé d'une méthode qui a une faible résolution, on a introduit de l'information texturale et on obtient une image à haute résolution de la résistivité électrique. Je vais vous donner un autre exemple. C'est une coupe cette fois-ci un peu plus grande, 6 km 3, 220 mètres de profondeur. C'est une coupe ici inversée en résistivité électrique avec la méthode classique, donc lissage isotrope sur toute la coupe. On est allé sur le terrain, on a regardé les affleurements avec Bob Reynolds, qui est le géologue du musée de Denver, de Sciences et Nature. Et donc il a dessiné en fait cette coupe géologique qui n'est pas correcte, mais qui donne quand même pas mal d'informations sur les directions principales sur lesquelles on va lisser. Et si on utilise cette approche pour réinverser en fait la coupe de résistivité électrique, on obtient ce tomogramme qui contient beaucoup moins d'artefacts à cause du bruit qu'on a dans les données que cette inversion ici. Et puis on peut réinterpréter ensuite ce tomogramme à la lumière en fait, des observables de surface, des observables de forage. Et, juste pour vous montrer, ici vous avez un dike, et vous voyez ce dike en fait ici sur l'inversion de résistivité électrique. Si vous êtes intéressé par les aspects techniques, c'est un papier en fait, qui a été publié dans le Geophysical Journal International en 2014. Alors je vais présenter une autre stratégie. Cette fois, on va essayer, on reconnaît déjà que quand on regarde un affleurement de ce type-là, le milieu a une hétérogénéité qui n'est pas stationnaire au sens géostatistique du terme. Donc vous voyez qu'il y a des faciès, et dans chaque faciès, vous avez une hétérogénéité qui éventuellement peut être représentée par un semi-variogramme anisotrope. Et puis, si on inverse différentes propriétés, par exemple la densité à partir de la mesure du champ de gravité et puis la résistivité électrique à partir de méthodes électromagnétiques ou de méthodes galvanométriques, vous savez que dans chaque faciès, il va y avoir une relation déterministe ou stochastique entre densité et résistivité électrique, puisque les deux propriétés vont dépendre par exemple de la porosité, du contenu en argile,
Donc, on peut en fait essayer de combiner une information a priori sur la structure des faciès, une information géophysique, donc à partir de plusieurs données, types de données géophysiques, et puis une information sur les modèles pétrophysiques qui vont lier par exemple densité et résistivité électrique. Alors, pour vous montrer un exemple sur un synthétique, vous avez ici une coupe de résistivité électrique, une coupe de densité et puis les faciès correspondants. On va utiliser cette information pour simuler une acquisition en résistivité électrique. Donc, ça va être une partie de nos observables. Et puis, des mesures de la composante verticale du champ de gravité. Vous voyez, on va travailler avec assez peu de données, 240 mesures de résistivité apparente et puis 70 mesures du champ de gravité. Donc ça va être nos inputs. Bien sûr, on a besoin cette fois d'informations a priori, donc on a besoin d'un modèle géologique a priori et puis d'une manière en fait de déformer les faciès de ce modèle géologique. Donc là, vous pouvez reconnaître que je ne suis pas un géologue. C'est mon modèle géologique de départ. Ce qui est intéressant, c'est que la topologie de ce modèle doit être correcte. Si vous partez d'un modèle avec une topologie qui n'est pas correcte, vous ne convergez pas. Donc vous voyez ici que c'est le vrai modèle de faciès. Vous voyez ici que par exemple, le faciès 3 est à l'intérieur du faciès 2, le faciès 4 est séparé du faciès 3, etc. Et puis on a besoin d'une méthode pour changer de forme les limites du faciès. Donc on utilise une méthode de level set, qui est une méthode en fait de déformation des frontières. Et c'est des méthodes qui sont adaptées de ce qui se fait dans le cinéma, typiquement pour transformer une main en un monstre, par exemple. Donc c'est des méthodes qui sont très utilisées depuis une vingtaine d'années, ce qu'on appelle toutes les techniques de morphing. Et puis le dernier ingrédient, c'est un clustering pétrophysique, c'est-à-dire qu'on va essayer de rapprocher faciès par faciès, c'est le faciès 1 ici, le faciès 2, le faciès 3 et le faciès 4. On va dire, on va essayer, on a une information a priori sur les relations entre densité et résistivité électrique faciès par faciès. Donc cette information, elle vient de modèles pétrophysiques, elle vient de forages. C'est une information, encore une fois, qu'on va utiliser pour rapprocher ces données, mais bon, on n'impose pas que la relation entre densité et résistivité électrique, faciès par faciès, suive ces lois. Donc voici l'inversion, c'est une inversion déterministe qui converge assez rapidement. Vous avez ici le vrai modèle de résistivité électrique, de densité, et la position des faciès. Vous voyez, à partir du modèle de départ, comment on déforme les faciès. Vous voyez comment, à partir d'un modèle de départ qui est blanc, comment on va modifier en fait la structure de résistivité électrique et la densité pour obéir aux données, pour obéir à cette information a priori sur les relations pétrophysiques, et puis en partant donc, du modèle géologique de départ. Donc ça converge très vite, vous voyez ici. Alors bien sûr, en profondeur, il n'y a pas de miracle. Hein. À la fois la résistivité électrique et la gravité sont peu sensibles aux hétérogénéités à partir d'une certaine profondeur. Donc vous voyez qu'ici, on n'arrive pas à retrouver la forme exacte de ce faciès. Par contre, on a une relativement bonne définition en fait, des faciès et des valeurs de résistivité électrique et de densité associées. Juste pour vous montrer, c'est le résultat après convergence pour les mesures pétrophysiques entre densité et résistivité électrique, faciès par faciès. Voilà, là aussi, si vous êtes intéressé par les détails techniques, le papier a été publié dans Geophysics. Je montrais un exemple d'inversion jointe sur un problème de feu de charbon, qui est un problème assez crucial en Chine et en Inde, où il y a beaucoup de feux de charbon, qui brûlent dans le sous-sol. Ici, c'est une photo en fait, d'une ville qui a disparu de la carte, qui s'appelle Centralia, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Un jour, ils ont eu la mauvaise idée en fait, de mettre le feu à leur décharge d'ordures ménagères. Manque de bol, la veine de charbon affleurait à cet endroit-là, et donc ils ont communiqué le feu à la veine de charbon qui a commencé à brûler sous la ville, et les autorités américaines ont été obligées de rayer de la carte une ville, je crois, qui faisait 5000 habitants. Ça brûle toujours. Hein. Donc, on va utiliser ici une méthode d'inversion jointe, qui est une méthode qui a été développée par Max Méjou. On va essayer de prendre deux types de données géophysiques. Ça pourrait être par exemple de la sismique et de la résistivité électrique. Et on va ramener dans chaque cellule, on va essayer de minimiser le produit vectoriel des gradients
ici de résistivité électrique et de sismique. Dans l'autre cas, ça va être résistivité électrique et densité de courant électrique associée à la méthode de potentiel spontané. Donc encore une fois, l'idée c'est d'intégrer l'information et puis ensuite on va utiliser une approche de fusion, on va définir des attributs. Donc je vais vous montrer comment on procède et puis on va combiner cette approche d'inversion jointe et définition d'attributs pour obtenir une image unique en fait, qui va nous montrer la position du feu de charbon. Donc on a appliqué ça à un cas en fait, qui est à côté de Boulder, au Colorado. Vous avez ici le plan de l'ancienne mine. Le front de combustion en fait, a progressé au cours du temps de cette partie-là vers cette partie-là. Quand j'ai retrouvé, en fait, il y avait des travaux qui avaient été faits par l'USGS à la fin des années 70. À ce moment-là, le feu brûlait encore dans cette zone-là. Quand j'ai retrouvé l'endroit à partir des cartes, je suis allé voir le propriétaire. Je suis venu avec 2 bonnes bouteilles de vin. Petit difficile à convaincre. Et il m'a dit, bah voilà, ça brûle actuellement, ça brûle ici. Alors je lui ai demandé comment il savait que ça brûlait là. Il m'a dit, en fait, l'hiver, la neige fond un tout petit peu plus rapidement à cet endroit-là. Et puis de temps en temps, il y a des crevasses qui se forment et puis il y a de la vapeur qui sort. La veine de charbon, vous pouvez la voir ici. En fait, c'est une veine relativement superficielle, à peu près 10 mètres de profondeur. Et donc, on va utiliser des méthodes qui sont basées sur le fait que le charbon, par exemple, quand il brûle, il forme un conducteur, un très bon conducteur même, parce que vous voyez ici que sur le log de la conductivité électrique, vous pouvez atteindre pratiquement des valeurs de 100 Siemens par mètre. Et donc, la résistivité électrique, typiquement, le front de combustion est attendu autour de 800-1000 degrés. Et donc, typiquement, on s'attend que le front de combustion soit associé à des fortes valeurs de conductivité électrique. Bon, maintenant, il y a d'autres types de matériaux qui ont des fortes valeurs de conductivité électrique, en particulier les roches qui sont riches en argile, en particulier la smectite. Et puis, il y a un autre effet qui est intéressant, c'est que si on a un gradient de température, le gradient de température augmente l'agitation thermique, et vous avez donc un mouvement des charges de la zone la plus chaude vers la zone la plus froide, et suivant la nature des charges, vous allez avoir un champ électrique positif ou négatif, si les cations vont plus vite que les anions, ou vice-versa. Dans notre cas, c'est des électrons, et donc on s'attend à une anomalie en fait négative à la surface du sol. Donc on a choisi cette méthode de potentiel spontané, parce qu'on a aussi cet effet ici thermoélectrique. Il dit que quand on a un gradient de température, donc grâce à cet effet-là, on va aussi avoir une densité de courant et donc un champ électrique. Alors, je vous montre ici les données de mesure de potentiel spontané en surface, une courbe de résistivité électrique, la zone qui brûle, à peu près à ce niveau ici. Alors, ces mesures de potentiel spontané, elles sont extrêmement simples à faire. Il suffit simplement d'un voltmètre, une électrode à la surface du sol en début de profil, qui reste à la même position durant l'acquisition, et puis avec l'autre électrode, on scanne simplement le potentiel électrique en surface. Donc on réalise ici, ce que vous voyez, c'est une inversion jointe et sur laquelle on va combiner en fait les attributs. Donc ici vous avez la distribution de densité de courant qu'on a ramenée à une valeur comprise entre 0 et 1. Et puis ensuite, ici, la distribution de résistivité électrique, on a ramené à une valeur comprise entre 0 et 1. On combine ces deux attributs, et en fait, la seule zone qui reste, c'est la zone qui permet d'identifier en fait, le front de combustion. Donc on avait publié un premier papier dans Geophysics qui a attiré l'attention en fait, de nos collègues chinois qui m'ont envoyé un étudiant cette année. On a fait pas mal de travaux. On a appliqué ça aussi à la méthode de polarisation provoquée. Et en utilisant uniquement la méthode de polarisation provoquée avec la résistivité électrique, on retrouve aussi le front de combustion ici sur des mesures en, fait, en 3D sur le même site. Voilà, donc j'arrive à la partie 2 de ma présentation sur les aspects hydrogéophysiques. Donc cette fois, on va s'intéresser au problème de ressources en eau, et puis je vais vous montrer aussi des aspects hydromécaniques. Donc je reviens à cette double couche électrique autour des grains. L'existence de ces doubles couches électriques implique que dans l'espace poral, on a un excès de charge. Donc l'eau porale n'obéit pas à l'équation d'électroneutralité. En fait, l'équation d'électroneutralité s'applique à l'ensemble du matériau poreux. Donc cet excès de charge dans l'espace poral, en fait, s'il y a une circulation de fluide, il va être entraîné. Et donc par définition, on crée une densité de courant de nature advective. Et cette charge qui est advectée, elle a la bonne idée d'être en gros inversement proportionnelle à la perméabilité. Donc on peut définir une densité de courant qui va être le produit de
charge électrique par la vitesse de Darcy, le flux hydraulique ou hydrique. Donc, dans la matrice d'équations constitutives, on est dans ces phénomènes de couplage ici entre la loi d'Ohm et la loi de Darcy, en particulier dans le courant d'électrofiltration. Et le problème électrique est relativement simple. On a une loi constitutive qui est une extension de la loi d'Ohm, et puis une équation de conservation de la charge. Et donc on obtient une équation de Poisson pour le potentiel électrique. Et ce terme source, ici, est proportionnel à la vitesse de Darcy, donc au flux hydraulique dans le sous-sol. Donc c'est une méthode qui est intéressante parce que finalement, elle représente un capteur non intrusif des circulations d'eau dans le sous-sol, sans la baguette de sourcier. Vous avez ici des mesures sur un site test qui est à Boise, dans l'Idaho. Donc c'est des sites de pompage, typiquement dipolaires. On utilise, vous voyez ici, deux forages, un dans lequel on va pomper l'eau et l'autre dans lequel on va réinjecter l'eau. Et donc ici, vous avez une variation de potentiel électrique lors du pompage. Sur une des électrodes, on avait quelque chose comme 80 électrodes en fait, sur ce site. Il n'y a aucun filtrage ici, c'est vraiment les données brutes. Vous voyez en fait la variation de potentiel électrique en surface du sol refléter en fait les variations de charge hydraulique dans l'aquifère. Et puis ici, on a arrêté la pompe et vous avez le retour à l'équilibre. Alors pour vous donner une idée de comment les choses marchent, j'ai cette petite animation ici qu'on a faite il y a longtemps. En fait, c'est un barrage qui retient une certaine quantité d'eau. Vous avez un cœur ici argileux, puis on va augmenter la conductivité hydraulique, la perméabilité dans cette zone. Et ce que vous voyez ici, c'est la formation des équipotentiels électriques dans cette zone où on augmente la circulation de fluide. Vous voyez d'ailleurs l'eau. Vous voyez ici les variations d'eau, puis l'eau arrivée de l'autre côté, les flèches représentant la vitesse de Darcy. Et vous voyez que ces équipotentiels électriques, elles arrivent en surface. Donc elles apportent une information en surface sur les circulations d'eau en profondeur. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc on s'est posé la question d'aller un tout petit peu plus loin en inversion, donc de faire de l'inversion qu'on appelle directement couplée au processus. Parce que bien sûr, les hydrogéologues ne vont pas faire grand-chose d'une inversion en fait, de la densité de courant électrique. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la perméabilité, le Graal en fait, de l'hydrogéologie. Et puis éventuellement, si on fait des mesures en état non stationnaire, le coefficient d'emmagasinement, donc lié à la compressibilité du sous-sol. Donc cette fois, on couple directement l'observable géophysique ou les observables, en particulier les charges hydrauliques dans les piézomètres, plus la réponse de potentiel électrique en surface, au processus. Et on résout en fait séquentiellement le processus, les observables géophysiques. On a besoin finalement de très peu de propriétés. On a besoin de la conductivité électrique, donc on a besoin d'une tomographie de résistivité électrique. Et puis donc c'est un travail qui a été fait dans le cadre de la thèse d'Abdelali Soued Ahmed, qui en ce moment fait un postdoc avec moi, qui était l'étudiant en thèse d'Abderrahim Jardani, qui est un des étudiants que j'ai eu le privilège de co-encadrer il y a pas mal d'années. Et donc c'est un peu mon petit-fils. Et donc, Abdelali a travaillé, on a fait plusieurs papiers ensemble sur l'inversion de ces données de potentiel électrique avec les mesures de charge hydraulique dans les forages. Alors, je vais vous montrer une simulation, qui est une simulation assez réaliste, en fait, avec un hétérogène, avec finalement peu de forages. Ces forages sont isolés, en fait, sur le terrain, on utiliserait des packers pour isoler le forage à différents intervalles. On fait des stimulations hydrauliques entre ces différents intervalles. On vérifie dans les autres forages les variations de charge hydraulique. Donc on réalise en fait 6 tests dipolaires, c'est-à-dire qu'on injecte l'eau, on pompe l'eau dans un forage, on injecte l'eau dans un autre forage, dans une zone bien particulière. Et puis on met beaucoup d'électrodes en surface, parce que les électrodes sont finalement des capteurs très peu chers. Si vous les construisez vous-même, le coût peut être aussi bas que de l'ordre de 10 €. Et puis on va inverser directement, en tout cas dans l'état stationnaire, la perméabilité. Et si on est dans l'état non stationnaire, on utilise l'inversion de la perméabilité dans l'état stationnaire et qu'on perturbe en fait pour avoir la perméabilité, une image raffinée de la perméabilité grâce à l'ensemble des données. Et puis on peut aussi inverser le coefficient d'emmagasinement. Alors juste pour vous donner un exemple, donc sur ce cas-là, si on inverse uniquement les données de charge hydraulique, bien sûr on n'arrive pas à retrouver la distribution de perméabilité de l'aquifère. C'est un peu évident parce qu'on a assez peu de piézomètres. Si on utilise uniquement les mesures de potentiel électrique, on commence à faire quelque chose qui est intéressant en termes de structure de la conductivité hydraulique, de la perméabilité. Et si on inverse conjointement
les charges hydrauliques et les mesures de potentiel spontané, on arrive à améliorer en fait le modèle de conductivité hydraulique du sous-sol. Juste pour vous montrer le vrai modèle du modèle inversé. Alors, vous voyez qu'il y a des endroits, par exemple sur cette zone ici, on ne fait pas forcément un travail très bon, je vais vous expliquer pourquoi. Si on regarde les cartes de sensibilité pour les mesures hydriques, vous voyez qu'on a une bonne sensibilité qu'au niveau du voisinage des forages. Pour les mesures de potentiel électrique, on a une bonne sensibilité sur la partie haute de l'aquifère. Vous voyez qu'il y a des zones en fait, qui sont mal contraintes par les deux méthodes. D'où l'idée, avec Nicolas Florsch, qui est ici, d'utiliser aussi la méthode de polarisation provoquée pour faire une inversion avec plus d'informations, et en particulier aussi utiliser le GPR quand les conductivités ne sont pas trop élevées, pour rajouter de l'information, pour améliorer ces images de perméabilité du sous-sol. Donc si vous êtes intéressé, on a fait un certain nombre de papiers sur le sujet, le dernier étant publié récemment dans Water Resources Research, où cette fois on a appliqué la méthode à des tests de pompage harmonique. Il y a plein de raisons intéressantes à utiliser des pompages harmoniques plutôt que des pompages non harmoniques. On peut étendre la méthode aussi au cas hydromécanique. Donc on peut relier en fait toutes les équations de Maxwell aux équations, ici les équations de Biot. Ici vous avez le tenseur des contraintes, P et la pression du fluide, ces équations constitutives en fait, et ici vous avez les équations de conservation du moment pour le squelette et pour la phase fluide. Le couplage se fait via la densité de courant électrique, donc avec ce terme source qui va être relié en fait à la vitesse de Darcy. Ici vous avez le déplacement en fait du squelette solide, et ici le déplacement relatif ou la porosité entre le fluide et le solide. Donc juste pour rappeler qu'en juillet l'année prochaine, en fait, il y a la 6e conférence de bio en poromécanique et qui est en fait dédiée à Olivier Coussy. Alors je vais vous montrer un exemple. C'est sur un bloc de béton. En fait, c'est un exemple qui est un peu drôle parce que c'était une manip. En fait, au départ, on voulait faire de la fracturation hydraulique entre ces deux forages ici. Puis la manip a foiré. L'époxy le long de ce forage a lâché et en fait l'eau est remontée le long du forage jusqu'à gicler en surface. Ce bloc de béton en fait était instrumenté avec des capteurs acoustiques et des électrodes. Donc ces électrodes, en fait, c'est des électrodes extrêmement sensibles avec des amplificateurs construites sur les électrodes et reliées à un système, en fait, un voltmètre très haute sensibilité qui a été conçu pour l'électroencéphalographie. Donc on peut suivre en fait la réponse électrique de manière extrêmement sensible, on peut suivre les réponses acoustiques et on suit aussi les pressions de fluide dans le forage. Alors ici vous avez les réponses électriques sur 32 électrodes, début de l'expérience, puis à un moment vous voyez que vous avez des pulses électriques, avec chaque fois un pulse et puis une relaxation. On va prendre par exemple deux instantanés, E1 et E2, à deux instants différents. Ici en fait cette partie-là c'est l'agrandissement de ces pulses en début d'expérience. Vous voyez ici sur les deux phases qui sont instrumentées en termes d'électrodes, si je reviens en fait sur cette diapo, vous avez cette phase ici et cette phase ici qui sont instrumentées avec les électrodes. Donc ici c'est le forage qui est stimulé et vous voyez que vous avez des variations de potentiel électrique au cours du temps que vous pouvez suivre. Ici je représente ces variations de potentiel électrique en fonction de l'activité sismique. Vous voyez qu'ici, il ne se passe rien. Et puis ici, on a des émissions acoustiques. Donc quelque chose est en train de se casser. Ça se casse un peu plus. Ici, de nouveau, ça se casse, ça se casse, ça se casse. Et puis vous voyez ici les variations de pression de fluide dans le forage d'injection. Et donc à chaque fois, il y a une variation. Vous perdez de la pression. Le flux d'eau qui est injecté est constant. Vous perdez de la pression et puis à chaque fois, il y a quelque chose qui casse. Donc en fait, on a fait de la fracturation le long du forage. Juste pour montrer qu'on peut inverser ces signaux électriques de manière assez simple. Vous avez ici une grille pour l'inversion. Les équations sont assez simples, comme je vous ai dit, c'est une équation de Poisson. Cette fois, on va utiliser, on utilise une méthode de Tikhonov, sauf qu'on va en fait régulariser de manière itérative pour minimiser le support spatial de la source de courant. Donc, vous voyez ici, à la première itération, vous avez la distribution de sources de courant, puis après quelques itérations, on trouve une source de courant unique. Et sans mettre d'a priori sur la position de cette source de courant, on la trouve en fait au voisinage du forage qui est stimulé. Vous pouvez voir ici, en fait, au voisinage de ce puits,
Et donc, vous voyez, c'est au cours du temps, ici, donc l'inversion de la densité de courant à deux instants, deux instantanés, donc E1, E2. Et vous voyez qu'en fait, cette source de courant remonte en fait, le long du forage. Alors, juste pour montrer un peu une application de ces méthodes qu'on appelle sismoélectriques à des cas, par exemple ici, un cas pétrolier. C'est un cas où, sur lequel vous avez demandé de travailler. On a ici deux forages verticaux. On a un réservoir hétérogène. On injecte ici de l'eau, on récupère l'huile, et puis donc on a un front de saturation. Et la question, c'est de savoir comment identifier ce front de saturation. Alors, je vais vous montrer. Si on place une source sismique dans le premier forage, ici, et on a un capteur sismique et un capteur électrique dans le second forage, quand l'onde sismique, une onde P ici, va se propager, quand elle va atteindre le front de saturation, qui est caractérisé par un saut de résistivité électrique, on va avoir instantanément une réponse électrique dans le deuxième forage. Pourquoi? Parce qu'ici, au niveau du front, une partie de l'énergie sismique est convertie en énergie électromagnétique et ce front se met à générer en fait en champ lointain ce qui est équivalent à un dipôle électrique. Et ensuite, vous avez ici un effet cosismique à l'arrivée de l'onde dans le second puits. Puis on travaille beaucoup sur une méthode où on renverse un peu la situation de la source sismique et des signaux électriques associés. On utilise du renversement temporel. Si on a par exemple un jeu de sources sismiques, par exemple ici dans deux forages, on peut faire détonner en fait les sources sismiques de telle manière à ce que l'énergie sismique va se focaliser au point où on souhaite. On a besoin bien sûr d'un modèle de vitesse, mais on peut raffiner ce modèle de vitesse au cours de l'inversion. Et donc l'idée c'est de scanner en fait le sous-sol comme on scanne une feuille de papier, donc point par point. Et au moment où l'onde sismique converge, on a un pulse en fait électrique, et on peut enregistrer ce pulse en fait dans les forages. Pas à des grandes distances, hein, au maximum probablement quelques centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre. Mais l'idée donc, c'est que si on arrive à mesurer ces signaux électriques, on arrive partout à avoir une résolution qui est de l'ordre de 1/8 de la longueur d'onde sismique, ce qui est imbattable en termes de tomographie. Pour montrer juste un autre exemple sur les signaux électriques qui sont associés à la fracturation hydraulique, ici, vous avez en fait des mesures qui ont été faites au Japon, dans un papier de chez Jima. C'est la variation de potentiel électrique associée à une fracturation hydraulique à une profondeur à peu près de l'ordre de 1000 mètres. Puis pour vous montrer un exemple de simulation numérique, ici vous avez donc une source sismique décrite par un tenseur des moments. Et l'idée, c'est de savoir si on inverse conjointement l'information sismique et l'information électrique ou électromagnétique associée à cette source, est-ce qu'on arrive à mieux caractériser non seulement la position de la source, mais aussi le tenseur des moments. Alors, juste pour vous montrer un exemple de simulation numérique, vous allez voir ici vous avez le champ électrique, ici vous avez le déplacement sismique, ici vous avez les variations de potentiel électrique en surface, et puis vous avez la composante verticale du champ magnétique, le déplacement du sol, et puis ici le champ électrique. Une des stations. Alors je reviens un tout petit peu, je vais relancer. Vous avez ici différentes stations qui sont en surface, et vous allez voir les variations de potentiel électrique en surface. Vous allez voir le champ électrique et le déplacement associés en fait à cette source sismique, et puis à la propagation des ondes sismiques. Et puis ici on a mis une petite hétérogénéité simplement de milieu, donc vous avez aussi des ondes qui sont converties au niveau de cette interface. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on a la source sismique, vous allez voir en fait instantanément en surface une variation de potentiel électrique. Puisque l'onde électromagnétique, une onde basse fréquence, diffuse extrêmement vite en fait, par rapport à l'onde sismique. Bien sûr, en gros, en champ lointain, le terme dominant, c'est un terme dipolaire. Donc, il ne faut pas vous attendre à pouvoir mesurer en fait, ce genre d'effet à des kilomètres de distance. Juste quelques mots sur l'inversion géophysique. Donc, il y a souvent beaucoup d'écoles de pensée qui s'affrontent. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier Nicolas Florch, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier il y a quelques années sur l'inversion. Puis je vois des discussions très intéressantes avec Albert, que j'avais invité à l'école des mines du Colorado en 2008.
à qui on a eu vraiment, enfin, ça m'a vraiment ouvert l'esprit en fait sur les inversions stochastiques. Donc vous avez entre autres dans le monde de l'inversion des gens qui pensent que finalement on a uniquement besoin des données géophysiques et que si on introduit d'autres types de données, finalement on va biaiser l'inversion des données géophysiques. Alors ça peut être le cas en sismique, parce qu'en sismique on a beaucoup de données, donc finalement les inversions sont assez simplistes. Par contre, il y a des domaines comme l'hydrogéologie où finalement on a assez peu d'observations, mais on doit traiter un sous-sol qui est très hétérogène. Par exemple, en termes de perméabilité, il faut savoir que la perméabilité varie sur plus de 12 ordres de grandeur. Donc c'est un réel problème. Donc on a besoin d'apporter plus d'informations a priori. Et aussi, pour Tarantola, enfin, dans un des papiers qu'il avait écrit, les données ne peuvent être utilisées en fait, que pour démontrer que des modèles sont corrects ou pas corrects. Alors, je vais me placer dans un cadre stochastique. Je vais vous montrer juste un exemple très simple, qu'un exemple sur lequel on a travaillé avec Abdel Jardani. C'est un exemple ici, vous êtes à la surface du sol, de forage. On est dans un champ de circulation hydrique et stationnaire, au sens temporel du terme. On va injecter du sel de manière uniforme dans ce forage, en amont. Puis on va mesurer les concentrations de sel en aval. Et puis on a des électrodes qui vont, dans les deux forages et en surface, qui vont nous permettre de mesurer la résistivité électrique et le potentiel spontané. Puis vous avez ici un instantané de la distribution de salinité au cours du temps. Vous voyez ici dans le modèle vrai de perméabilité, de conductivité hydraulique, vous avez des zones d'écoulement préférentiel, comme ici et ici. Donc là, l'hétérogénéité est obtenue en fait à partir d'un semi-variogramme anisotrope. Ça, c'est le problème physique. On va relier ce problème physique en fait, de circulation hydrique et puis de circulation du sel au modèle, aux propriétés géophysiques, résistivité électrique et potentiel spontané. Donc, je passe sur les détails. Les questions qu'on se pose sont les suivantes. C'est qu'on regarde en fait des milieux qui, même s'ils sont compliqués, hétérogènes, il y a quand même une certaine... l'image est relativement creuse en termes d'information. Donc plutôt que de discrétiser en fait, de manière uniforme, il y a des techniques qui sont extrêmement intéressantes, qui sont encore sous-utilisées à mon avis en imagerie géophysique. Je pense par exemple au fait qu'on peut représenter l'hétérogénéité sous forme d'ondelettes. Il y a beaucoup de gens, comme par exemple Mike Walking à l'école des mines du Colorado, qui travaillent sur la compression d'images. Et ces techniques de compression d'images, en fait, on peut les utiliser pour réduire en fait, le modèle vecteur M qu'on cherche à imager. Alors ici, on a utilisé une approche qui a été développée par Ghislain de Marcilly, qui est l'approche des points pilotes. C'est-à-dire que si on connaît ou si on inverse ce descripteur géostatistique, on n'est pas obligé en fait, d'inverser en chaque point les propriétés que l'on recherche. Ici, la conductivité hydraulique. Il suffit en fait que l'on détermine ces propriétés en un certain nombre de points, typiquement 2 points par longueur de corrélation. Et ça nous suffit en fait, pour reconstruire à partir d'algorithmes stochastiques. Ici, je vais vous montrer en fait, des algorithmes de type chaîne de Markov, l'hétérogénéité du matériau. Donc, une expérience donc, numérique très simple. On a simplement 36 électrodes de résistivité électrique, 15 électrodes pour le potentiel spontané, et on mesure la salinité à 5 instants différents dans le puits en aval. Et puis on utilise donc des méthodes de Markov. Typiquement, il nous faut à peu près 5000 réalisations pour arriver dans l'état stationnaire. Et puis 15 000 itérations. On continue sur 15 000 itérations pour avoir des statistiques et avoir en fait une distribution en termes de probabilité a posteriori pour chaque modèle. Donc les perméabilités à ces points pilotes et puis éventuellement les composantes du semi-variogramme qu'on essaye d'inverser en même temps. Je ne vais pas trop m'appesantir sur ces inversions, mais juste pour vous montrer, c'est un exemple de distribution de perméabilité pris dans les hautes valeurs de probabilité, donc une réalisation parmi des milliers de réalisations. Donc on choisit une réalisation dans le pic de probabilité. Ici, vous avez le modèle vrai, donc vous voyez que bien sûr les choses ne sont pas parfaites. Ici, vous avez la comparaison entre les valeurs de salinité dans le modèle vrai et puis inversées à partir de ce modèle de perméabilité. Mais c'est le genre de modèle de perméabilité qu'on ne pourrait pas obtenir en fait, à partir de méthodes de type Tikhonov. Si on faisait une analyse de la résistivité électrique du potentiel spontané en termes de tomogramme, ensuite on essaierait de traduire en termes de perméabilité, on aurait quelque chose d'extrêmement lisse en comparaison.
Ouais, donc j'en viens à ma dernière partie, les aspects biogéophysiques. Donc qu'est-ce que c'est que la biogéophysique? C'est une science assez récente qui a pour but d'utiliser des méthodes géophysiques, donc des méthodes non intrusives, pour voir l'activité biologique au sens large, c'est-à-dire macrobiologique ou microbiologique, dans le sous-sol. En particulier, alors ça peut être une relation directe, une relation indirecte, par exemple des variations de carbonate ou la présence de changements d'état redox avec la précipitation de pyrite ou de semi-conducteurs, de la magnétite par exemple. Et donc on utilise des capteurs en surface, en forage, et puis on va essayer de voir cette activité biologique. Alors, je vais vous montrer un exemple sur lequel on a travaillé il y a très longtemps et sur lequel on a fait des programmes un peu plus récemment. C'était l'exemple d'Entresaint, donc c'est le CET en fait, de la ville de Marseille, qui génère un énorme panache de contamination. Vous avez ici les mesures de conductivité de l'eau et de potentiel redox en amont. Le chemin la direction de circulation est essentiellement dans cette direction ici. Et vous voyez ici les variations de conductivité électrique, donc on augmente quasiment d'un ordre de grandeur. On passe de potentiel redox positif à négatif. Donc ici, en fait, on est dans une zone qui est anaérobie. Et si vous prenez, en fait, si vous échantillonnez l'eau dans ces forages, ici, elle est complètement opaque sous une épaisseur de quelques centimètres. Donc c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre du travail de thèse de Véronique Naudect, qui est ma première étudiante en thèse quand j'étais au CEREJ. On avait mesuré, en fait, le potentiel électrique en surface. On avait observé qu'on a pas mal de piézomètres, en particulier beaucoup de piézomètres qui ont été installés par le BRGM dans cette zone, ce qui est intéressant à la fois pour les mesures de potentiel redox et puis pour les mesures de la hauteur du niveau piézométrique. Donc loin de la zone contaminée, en fait, on a une très bonne corrélation entre potentiel électrique et puis charge hydraulique. Donc c'est la contribution électrocinétique dont je vous ai parlé précédemment. Vous avez ici une tomographie de résistivité électrique, vous voyez très bien l'aquitard marneux, des paléochauneaux, en fait, c'est l'ancien lit de la Durance. Et puis la zone Vado, c'est l'aquifère, en fait, est juste dans cette frange superficielle, ici, au-dessus de l'aquitard. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé les signaux de potentiel électrique en une composante liée, en fait, aux circulations d'eau dans la nappe superficielle. Et puis, on a gardé une composante résiduelle, qui est la différence entre ces deux cartes. Et cette composante résiduelle, aux endroits où on a des forages sur lesquels on mesure à l'aide d'électrodes platine le potentiel redox en profondeur, on a typiquement une relation avec un coefficient 0,5 qu'on arrive à expliquer à partir de la théorie. Cela veut dire qu'en fait, quelque part, dans notre système, on a une géobatterie, on a une source de courant qui est relativement importante. On a calculé en fait, à l'époque la densité de courant qu'on a identifiée être au niveau de la frange capillaire, qui est de l'ordre de 100 mA par mètre carré. Donc ça posait un problème parce que bien sûr les électrons, contrairement aux protons, n'existent pas en phase aqueuse. Donc le dogme en électrochimie, c'est que les réactions redox en fait, sont localement couplées. Et même la définition du potentiel redox en fait, est quelque chose qui d'un point de vue thermodynamique est assez bancal. Mais bon, si vous mesurez par exemple ce potentiel redox dans la zone vadose, vous voyez qu'en général vous avez un saut en fait, au niveau de la frange capillaire. Donc si vous avez des bactéries qui vivent en fait, dans cette frange capillaire, à l'interface entre l'aquifère et puis la zone vadose, il y a un potentiel intéressant si elles arrivent en fait, à coupler spatialement ces deux zones. Alors bien sûr, quand on a présenté ça aux microbiologistes en 2002, 2003, 2004, ils nous ont ri au nez en disant que ce n'était pas possible parce que les bactéries en fait, avaient beaucoup de mal à obtenir des électrons, et donc elles n'allaient pas les partager. Et donc, alors à l'époque, on avait commencé à faire ce genre de diagramme, disant que si les bactéries étaient connectées, en fait, pour utiliser l'oxygène comme accepteur d'électrons terminal, et puis elles pourraient en fait utiliser la décomposition de la matière organique comme source d'électrons. Alors depuis, il y a eu de nombreux travaux. Ici, c'est des photos en fait, qui m'ont été passées par Yuri Gorby, qui était à l'époque au Van Gogh Institute. C'est une bactérie qui s'appelle Shewanella, mais ça marche aussi pour Géobactère ou pour un tas d'autres bactéries. Vous voyez qu'en fait, Shewanella, quand elle est stressée en termes de nourriture, elle développe en fait je ne sais pas comment dire en français, ses cheveux
ces filaments, qui en fait sont des nanocâbles. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un transfert d'électrons au niveau de ces câbles. Vous voyez, une bactérie, c'est à peu près de l'ordre de 1 micromètre. Donc, vous pouvez imaginer, en plus, la dépense d'énergie pour créer ces nanocâbles. Je vais vous montrer quelques photos, parce que c'est assez époustouflant. En particulier en termes de topologie. Et les travaux récents qui montrent que dans ces nanocâbles, en fait, vous avez des cytochromes à base de fer, et dans ces cytochromes, vous avez la possibilité de transférer des électrons par effet tunnel. Donc c'est une sorte de mécanisme quantique qui permet de transférer les électrons d'une bactérie à une autre bactérie. Et donc en travaillant ensemble, finalement, elles ont accès spatialement en fait, à des accepteurs terminaux d'électrons comme l'oxygène, qui n'est pas présent en fait, dans l'aquifère. Alors, plus récemment, il y a eu des travaux qui ont montré qu'on pouvait avoir des nanocâbles entre bactéries de différentes familles, certaines anaérobies, certaines adaptatives. Et on pouvait aussi avoir des nanocâbles entre des choses comme des champignons et des bactéries. Donc, on a commencé des travaux en fait, avec un groupe à Russe, des travaux sur des colonnes sédimentaires marines. Vous avez ici, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ça est publié, vous avez des expériences de contrôle, des expériences avec, je vais vous montrer le type de bactéries qui intervient dans ce cas-là, et vous mesurez ici le potentiel électrique associé à l'activité bactérienne et au transfert d'électrons. Alors ça peut vous paraître petit, mais c'est dans de l'eau de mer. Donc c'est un milieu qui est extrêmement conducteur. Et si vous calculez en fait la densité de courant électrique associé à cette distribution de potentiel électrique, vous obtenez quelque chose de l'ordre de 100 à 200 mA par mètre carré. Donc extrêmement cohérent avec ce qui est observé sur le terrain. Là aussi, on a publié une série d'articles, celui-là dans Geochemica et Cosmochemica Acta. Ce groupe, en fait, au Danemark, a démontré que dans ce cas-là, dans le cas de colonnes sédimentaires marines, la bactérie qui était responsable de ces transferts d'électrons était encore plus fascinante que ce que je vous ai montré auparavant. C'est une seule bactérie, en fait, qui peut atteindre des longueurs supérieures au centimètre. Et cette bactérie permet de connecter des zones en fait, à potentiel redox différents. Et ces bactéries, en fait, ont été découvertes récemment aussi en milieu continental, dans des eaux fraîches. Pour revenir à la colonne sédimentaire, ça rompt avec un certain nombre de dogmes, par exemple le fait que les réactions redox sont localement couplées. Ici, vous avez un découplage en fait, des demi-réactions redox. Ça a un impact sur les processus de dissolution, recristallisation des carbonates, puisque vous changez aussi la quantité de protons, et donc l'acidification du milieu. Ça a été observé à l'aide de microélectrodes. Et donc il y a tout un tas de changements en termes de géochimie qui peuvent se mesurer de manière très finement, qui interviennent dans cette colonne sédimentaire grâce à ces bactéries. Et je vais vous terminer par un dernier exemple sur le fait qu'on peut utiliser donc, nos capteurs géophysiques sur les systèmes racinaires ou sur les arbres. Il y a eu de très beaux travaux faits à Sisyphe il y a un certain nombre d'années sur les mesures de variation de la teneur en eau au voisinage de cultures. Ici, on a travaillé au Colorado en fait, sur un ponderosa, qui est un pin. On a mesuré à la fois les distributions de résistivité électrique sur une année autour du système racinaire et puis sur l'arbre lui-même. Et donc, vous pouvez voir aussi ici les variations de résistivité électrique liées à l'activité de la sève en fait, dans l'arbre, les variations de teneur en eau autour des racines de l'arbre, et on peut en fait suivre ces variations de teneur en eau et ces variations d'activité de l'arbre au cours du temps, au cours du cycle annuel. Et si vous êtes intéressé, c'est quelque chose qui a été publié il y a quelques mois dans Journal of Hydrology. Voilà, je voudrais juste terminer en disant que, bien sûr, tous ces travaux, c'est des travaux de groupe, en fait. Donc, vous avez ici une photo du groupe que j'animais à l'École des mines du Colorado. On est en train de reconstituer un groupe à Technolac. Et puis, on va essayer d'appliquer ça de plus en plus à la zone critique. C'est un mot que Jérôme Gaillardet adore.
Bien sûr, il y a plein de choses à faire dans cette frontière en fait, superficielle où le vivant est extrêmement important. Et donc, il y a toutes ces méthodes en fait, d'imagerie géophysique et de combinaison de l'information. C'est des choses qu'on essaye de réaliser en fait, de manière multidisciplinaire avec tout un tas de spécialistes des sols, spécialistes de la microbiologie, etc. etc. Et puis juste, si vous êtes intéressé par ces méthodes de potentiel spontané et méthodes sismoélectriques, on a sorti deux livres sur ces techniques. On va en sortir un troisième probablement l'année prochaine sur la méthode de polarisation provoquée. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Puis si vous avez des questions, je suis prêt à les recevoir. Personne ne veut poser de questions ? J'avais une question sur la figure que vous aviez montrée sur Stromboli. Oui. En fait, on avait l'impression qu'il y avait des structures qui suivaient complètement la ligne des endroits où vous aviez vos électrodes. Exactement. Et c'est parce que Alors du coup, là, ma question, c'est quelle est la résolution que vous avez pour le reste, puisque visiblement, vous avez une structure particulière juste là où il y a les électrodes. Et justement, c'est un des défauts de ces méthodes de régularisation de type Tikhonov, c'est qu'on a un certain nombre d'artefacts qui viennent de la méthode d'inversion. Or, c'est des méthodes qui sont encore utilisées à 95% par les gens qui font de la géophysique, de l'imagerie géophysique. Donc, en d'autres termes, ça rejoint ce que j'ai dit après dans ma présentation, peut-être les choses n'étaient pas très claires, mais ces données géophysiques, c'est qu'une partie en fait, du puzzle. Vous voyez bien que si vous inversez essentiellement ces données géophysiques avec des régularisations qui ne sont pas physiques, ces méthodes de Tikhonov ont été extrêmement critiquées par Albert Tarantola, entre autres, et Moosgaard, vous avez des artefacts, et vous venez d'en citer un. J'ai une question sur les bactéries, les films bactériens, etc. Un certain nombre de chercheurs ont fait des recherches déjà là-dessus, moi y compris quand j'étais en Afrique du Sud. Et en fait, ce qui semble facile à observer, ce n'est pas les bactéries et les films bactériens eux-mêmes, c'est l'effet des bactéries. Par exemple, dans un processus de remédiation, moi c'était sur du heap leaching, où les bactéries facilitaient l'oxydation de la pyrite et on voyait en présence de bactéries plus rapidement la disparition de la pyrite. Tout à fait. On voit sortir des papiers, est-ce que le sous-sol est nanoward, etc. Est-ce qu'on a des connexions sur les bactéries? Ma question, elle est très simple. Et où est-ce qu'on en est entre détecter l'effet des bactéries et les bactéries et films bactériens eux-mêmes? C'est une excellente question. Dans la plupart des cas, on ne détecte pas les bactéries. Sauf dans ce cas précis que j'ai montré de biogéobatterie. Dans la plupart des cas, en particulier quand on utilise la méthode de polarisation provoquée, donc on a fait des expériences en laboratoire, la réponse des bactéries elles-mêmes est visible en laboratoire, mais c'est une réponse qui est très faible. Sur le terrain, ce qu'on voit, c'est l'action des bactéries typiquement sur la dissolution ou la précipitation de pyrite et de magnétite. Ok. Juste une petite remarque sur Tikhonov versus Tarantola, on va dire. Hein. D'ailleurs, tu as une formule qui mélange les deux, tu as mis un bêta, et puis on voit derrière la matrice de covariance. Hein. Donc, c'est un problème d'a priori. Ces échecs, entre guillemets, de la méthode de Tikhonov qui régularise tout, c'est la forme de l'a priori. On impose une certaine licitude aux solutions. Hein. Effectivement, il faut un peu oublier Tikhonov. Ça rend encore des services, mais... Non, mais ça rend bien service. Par exemple, si on arrive sur un volcan sur lequel on n'a aucune information a priori, même si on a des artefacts dans le résultat de l'inversion, on utilise Tikhonov parce qu'on ne sait pas trop quoi mettre comme a priori. Maintenant, si on creuse un peu plus la question et qu'on travaille main dans la main avec des géologues,
on voit quand même un certain nombre de choses en surface, qu'on utilise d'autres types de méthodes géophysiques, qu'on croise les méthodes, etc. On peut aller un petit peu plus loin que du Tikhonov classique. Donc, j'ai pas de religion en la matière, on va dire. Je pense qu'il faut être pragmatique. Oui, à propos de Tikhonov, la formule que tu présentes de régularisation, en fait, ça ressemble beaucoup à la fonction Q de Taranto-Lavalette. Oui, mais on la retrouve tout à fait, oui. Égal à 1, ça revient exactement au même. Le problème, c'est pas tellement la fonction Q, c'est plus la linéarité ou la non-linéarité du problème. Le fait que, est-ce que, justement, c'est ça ce que moi je connais pas bien. Quelle est la non-linéarité du problème? Est-ce que, bon, de plus en plus, on s'oriente vers le fait qu'on va résoudre des milliards de fois le problème direct pour éviter justement pour explorer le mieux possible l'espace des paramètres. Est-ce que j'ai pas bien compris quelle est la non-linéarité dans le problème que tu traites? Dans les problèmes dont j'ai parlé, la résistivité électrique, en polarisation provoquée, c'est des problèmes qui sont non linéaires, pas fortement non linéaires, mais qui sont non linéaires. Quant à la méthode de potentiel spontané, on a une relation linéaire entre la densité de courant et le champ électrique. Par contre, si on inverse la perméabilité, on se retrouve dans un problème qui est non linéaire. Le problème de linéarité ou de non-linéarité, ce n'est pas un problème qui est crucial ici. On utilise des méthodes de Gauss-Newton. Bien sûr, on peut toujours converger vers un minimum local de la fonction Q, mais le point, c'est qu'on veut amener plus d'informations a priori pour résoudre le problème. On se place vraiment en fait dans la philosophie d'Albert et de Bernard, qui était qu'on arrive avec, en fait, sur un objet sur lequel on a une certaine quantité de connaissances a priori. On a des informations supplémentaires qui sont par exemple de nature géophysique, et on va mettre à jour cette information a priori vers une information a posteriori. Ensuite, sur le problème qui est de la paramétrisation, je pense qu'on utilise des paramétrisations en géophysique qui sont complètement dépassées. Des paramétrisations qui sont des paramétrisations où l'on divise en fait le milieu en petites cellules et on essaye de résoudre le problème sur ces cellules-là. Je pense que ce n'est pas des paramétrisations qui sont optimales. Il suffit de voir ce qui se fait en compression d'image. Typiquement, quand on arrive à compresser, si on devait compresser une image, typiquement un tomogramme 2D ou 3D qu'on obtient en géophysique à l'aide d'une méthode type JPEG ou JPEG amélioré, on la compresse 1000 fois. Ça veut dire qu'en réalité, le nombre de paramètres dont on a besoin pour décrire M est beaucoup plus faible que ce qu'on fait typiquement en géophysique, avec discrétisation classique. Là, il y a tout un champ de travail qui est intéressant. Juste pour aller dans ton sens sur ces questions de modèles, je crois que c'est Alan Turing, quand il cherchait à définir la quantité d'informations qui était contenue dans une image ou dans n'importe quel message, il disait c'est le code, le programme le plus court qu'on peut écrire qui permette de représenter ça. Et c'est une définition qui est difficile à manipuler, mais qui en termes d'information est excellente. C'est combien d'informations, comment coder en fait l'information. Si on a un terrain tabulaire, on va dire le programme le plus court pour le coder, c'est de dire il est tabulaire, c'est-à-dire qu'on a 2-3 couches. Et de la zonation. Et ça. Mais c'est cette information qu'on ne sait pas encore manipuler en géophysique, en inversion, de comprimer totalement, et c'est un lien direct, puisque les techniques les plus récentes de compression d'image sont en fait, et on le voit quand on a une image, quand on affiche une image Java sur l'écran, c'est un code qui nous met l'image sur l'écran, c'est plus du tout une image. J'avais une question peut-être naïve sur le time-lapse, tu l'as mentionné assez rapidement. On voit assez peu de choses sur le temps, enfin, de suivi temporel de sites. Quels sont les obstacles et comment tu vois les choses? On gagne énormément à faire du monitoring en termes de sensibilité, plus le fait qu'on a développé tout un tas d'algorithmes d'inversion 4D dans lequel on régularise dans le temps comme on régularise dans l'espace. Donc plutôt que de prendre des instantanés et de faire de l'inversion séparée de ces instantanés et ensuite d'interpréter ça en termes de film, ou de faire de l'inversion séquentielle, c'est-à-dire de prendre le premier instantané, de l'inverser et de prendre le résultat comme modèle a priori pour le deuxième instantané. En fait, on prend tous les instantanés d'un bloc et on résout un problème qui est réellement 4D. Et donc on régularise dans le temps comme on régularise dans l'espace. Alors ça implique qu'il faut garder par exemple la causalité, ce qui n'est pas évident. On ne peut pas utiliser par exemple un opérateur type laplacien pour le régulariser dans le temps, parce qu'on se retrouve avec des phénomènes qui sont anticausaux.
Et donc oui, on a fait beaucoup de progrès dans ce sens-là. J'en ai pas parlé beaucoup, mais plus, il y a des instruments comme l'instrument d'Iris qu'on peut mettre en place avec des panneaux solaires et donc qui permettent de faire du monitoring sur des mois ou des années. Ok, d'autres questions? Non? Bon. Donc on te remercie encore une fois pour ce séminaire. Vous pouvez continuer à poser des questions au buffet.